Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Vous êtes très nombreux chaque dimanche en fin de matinée à nous retrouver. Les clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Et aujourd'hui, on part pour un joli et grand voyage dans la France mystérieuse. C'est le sujet que vous souhaitiez évoquer avec nous. Plusieurs histoires à raconter pendant... Oui, 3 histoires aujourd'hui. Voilà. Et c'est grâce à un certain Claude Ars, un voyageur dans la France mystérieuse. Oui, c'est un ami. Et son livre s'intitule « Voyage au pluriel dans la France mystérieuse ». Il y raconte de très belles histoires. Ça vient de paraître aux éditions du Pré au Clair. Bon, je m'en suis inspiré. J'ai eu aussi des conversations avec Claude, puisque je répète que c'est un ami. Mais c'est vraiment un livre à acheter. Alors, juste avant d'évoquer ces différentes histoires, un petit point sur votre actualité, Yves Lignon, qui, hormis l'écriture de votre ouvrage, qu'on attend avec impatience pour la rentrée, je crois, est très riche. Ben oui, je suis très demandé et merci aux auditeurs parce que c'est souvent grâce à eux que je suis demandé. Et donc, c'est vrai que j'avais dit que je me retirais à la Chartreuse pour écrire mon livre, mais il y a des choses que je ne peux pas refuser. Le 9 avril, je serai au Salon du Livre à Carcassonne. Chez moi. Très bien. Oui. C'est chez moi, dans l'Aude. Bon, le 10 avril à Toulouse, ça c'est un truc important. À 10 avril, à la séance de 16h au cinéma ABC d'art et essai, pour présenter un film qui s'appelle Lumière et dans lequel interviennent de grands chercheurs en parapsychologie, dont quelques copains américains. C'est très important et personne n'a voulu faire de débat autour du film de Clint Eastwood et là, on va en avoir un. Donc le 10 avril. Dimanche prochain. Oui. Et enfin, le 16 avril, samedi prochain, il y aura un nouveau dîner-débat du Razès. Alors là, ça va être du très lourd. J'en dirai davantage sur le groupe Facebook de l'émission et sur le site de Sud Radio. Voilà. Très bien. Rendez-vous donc pour en reparler sur Internet. Et nous voici donc avec notre ami Claude Ars, en tout cas votre ami, et ce livre dont nous allons tirer aujourd'hui 3 histoires. Et vous allez commencer, Yves, par une histoire qui s'appelle La sonnette funèbre. Voilà. Bon, ça fait un peu peur, mais c'est vrai que c'était effrayant. Et c'est cette histoire qui a déclenché la vocation de Claude Ars, qui est donc un chasseur de mystères, un chasseur de fantômes, qui parcourt toute la France pour découvrir des lieux mystérieux, des personnages étranges. Et il était peut-être un peu prédisposé, parce que breton, et vous savez que la Bretagne, c'est un pays de légende, parce que fils de guérisseur... Ah oui, ça aide. Mais enfin, bon, ça aide, mais il a fait par la suite des études de droit. Il aurait pu finir avocat ou juriste international. Seulement à 15 ans, il lui est arrivé une drôle d'aventure. En pleine nuit, il était chez ses parents, la sonnette, drrrng. Bon, son père se lève, descend, personne. Papa se remet au lit. Le jeune adolescent est à peine réveillé. Et de nouveau, dring. Personne. Et comme cela, 4 ou 5 fois de suite. Bon, on pense d'abord à un farceur, bien sûr. Mais enfin, c'est très difficile. Il est 2 heures du matin de penser à un farceur. La rue est déserte. Si c'est un farceur, sitôt qu'il a sonné, il doit se cacher dans une encoignure. Mais où trouver une encoignure ? Effectivement, si c'était un gamin qui s'amusait à faire des farces, on l'aurait vu dans la rue, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais là, Claude et son père sont réveillés. Ils ont pris position derrière la porte. La sonnette se déclenche de nouveau. Le papa ouvre brutalement. Personne. La porte est ouverte. La rue est déserte. Et la sonnette sonne pendant 5 bonnes minutes. Ah oui, c'est long. C'est long. Le lendemain, vous savez, c'était... Bon, Claude, il n'est pas tout à fait de mon âge, mais enfin, ce n'est plus un adolescent. C'était une époque où tout le monde n'avait pas le téléphone. Et le lendemain, un voisin, qui lui avait le téléphone, est venu prévenir la famille en disant... Vous avez un parent qui est mort à l'hôpital cette nuit. On vient de m'en avertir. Et l'heure de la mort, c'était l'heure de la sonnette. C'est fou ça. Oui. Oui, alors il y a énormément d'exemples semblables dans les dossiers de la parapsychologie. Il y en a des dizaines et des dizaines.
Mais celui-là, c'est arrivé à quelqu'un qui est vivant, qui est bien vivant, pendant son adolescence. Et c'est ce qui a déclenché sa vocation, c'est qui lui a permis, par exemple, d'enquêter sur le mystère de la sacoche rouge. Que vous allez nous raconter dans quelques instants, juste après une petite pause sur Sud Radio. Yves, merci. Les clés du mystère qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom qu'aujourd'hui, puisqu'avec vous, Yves Lignon, nous évoquons les histoires réelles qui sont arrivées à l'un de vos amis, Claude Ars, qui d'ailleurs publie dans un ouvrage ces jours prochains l'essentiel de ces histoires. Et donc, vous souhaitiez nous raconter l'histoire de la sacoche rouge. Ça se passe à Paris, je crois. Ça se passe à Paris en 1950. Et cette histoire a été rapportée par Claude Ars, par un de ses amis, mais l'ami lui a dit la sacoche rouge, c'est pas quelque chose que j'invente, mon cher Claude, tu peux la trouver par écrit dans les mémoires d'un commissaire de police. Vous savez que les commissaires de police, souvent, quand ils prennent leur retraite, racontent leurs exploits, comment j'ai attrapé Pierrot le Fou numéro 15, etc. Bon, et ainsi de suite. Mais ce commissaire-là s'appelait Jacques Arnal, il était responsable de ce qu'on nommait à l'époque la brigade mondaine, et quand il a fait un livre, il a plutôt voulu raconter des aventures pittoresques, des choses qui font partie de la vie quotidienne d'un commissaire de police, mais qui sont quand même assez inhabituelles. Et donc c'est ainsi qu'un jour de 1950, le commissaire Arnal est appelé par la concierge du 12 rue du Montparnasse. Nous savons où les choses se sont passées. Et la concierge appelle le commissaire en lui disant « Écoutez, j'ai dans ma loge un fou, il ne m'a pas l'air dangereux, mais je ne peux pas m'en débarrasser, je ne peux pas le faire sortir, et pourtant je suis sûr qu'il est fou. Il ne peut être que fou. Étant donné ce qu'il raconte, c'est un malade mental. » Bon, pimpon, on avait déjà en 1950 des klaxons à 2 tons. La police arrive et tombe effectivement chez la concierge, sur un monsieur bien mis, le style représentant de commerce. Effectivement, quand on lui demandera ses papiers, c'est quelqu'un qui va de magasin en magasin pour proposer ses marchandises. Ce monsieur a simplement l'air un peu énervé. Et il dit, voilà, je suis venu hier soir dans cet immeuble du 12 rue du Montparnasse, j'étais invité, j'ai oublié une sacoche rouge dans un certain appartement. Il faut absolument que je récupère cette sacoche parce qu'elle contient mes catalogues, mes échantillons. J'en ai besoin pour travailler. Or, je l'ai oublié hier soir en me retirant. Et voilà que la concierge ne veut pas m'accompagner jusqu'à l'appartement. Elle ne veut pas que j'y pénètre. Mais c'est incompréhensible, enfin. La concierge a le double des clés. Si l'occupant de l'appartement n'est pas là, elle peut m'ouvrir. Et il n'y a aucune mauvaise foi, aucune malhonnêteté. Je veux récupérer ma sacoche et je ne comprends pas pourquoi on m'en empêche. Et donc c'est ce personnage qui s'énervait, qui dit « Mais enfin, vous allez me rendre mon matériel, oui ou non ?» que la concierge commençait à traiter de fou parce que... Et vous imaginez le commissaire avec son chapeau à la Bourrelle, 1950. Ouais, 5 dernières minutes. Sa gabardine qui écoute là, ces 2 personnes, on l'a appelé, et le commissaire, et ces 2 personnes sont là en train de s'en schtroumpfer. Et accompagnez-moi à l'appartement pour que je récupère ma sacoche. Mais non, monsieur, c'est absolument impossible. Et finalement, le commissaire, calmons-nous, madame, pourquoi n'accompagnez-vous pas monsieur ? Et la concierge dit, je ne peux pas l'accompagner parce qu'il n'est pas possible que sa sacoche soit dans cet appartement. Alors là, notre représentant de commerce, il éclate. Je suis venu hier soir, j'ai posé ma sacoche sur un meuble dans l'entrée. Quand je suis parti, je l'ai oubliée, mais elle y est toujours. Et il est représentant de commerce, donc il était dans cet appartement dans le cadre de son activité professionnelle. Non, parce que le commissaire, comme tout commissaire, va poser des questions. Bah oui, les commissaires, ça interroge. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais justement, notre commissaire Arnal va être amené à poser des questions, parce qu'à la fin, brusquement, la concierge explose, c'est elle qui va passer pour folle.
dit « Vous ne pouvez pas rentrer dans cet appartement, vous n'y êtes pas rentré hier soir pour la bonne raison que l'occupante est morte depuis 2 ans, que depuis 2 ans, l'appartement est fermé à clé, personne n'y a mis les pieds, donc absolument pas vous, hier soir. » Ah ouais. Alors voilà, évidemment, une espèce de calme. Il y a une pause et notre représentant de commerce dit « Comment ? Je ne suis pas venu hier soir, je n'ai pas laissé ma sacoche, mais on veut vraiment, on insiste, me faire passer pour un fou. » Le commissaire fait le commissaire et lui dit « Cher monsieur, racontez-moi ce qui vous est arrivé hier au soir. » Il s'est peut-être trompé d'adresse, tout simplement, non? Ah, surprise, surprise. On va le savoir peut-être dans un instant avec la suite de cette histoire de la sacoche rouge. Yves Lignon, merci. Et sur Sud Radio, on continue le récit de cette histoire de la sacoche rouge rapportée par Claude Ars, qui publie un ouvrage très intéressant sur différentes histoires mystérieuses qui lui sont arrivées, ou en tout cas qu'il a récoltées. Et l'histoire nous mène donc à Paris. On en parlait, nous sommes en 1950. Nous avons affaire à un représentant de commerce, a priori, qui, mordicus, tient à récupérer sa fameuse sacoche rouge qu'il dit avoir oubliée dans un appartement au 12 de la rue du Montparnasse. Et la concierge de cet endroit prétend qu'effectivement c'est totalement impossible puisque l'appartement en question est fermé depuis 2 ans. Le commissaire enquête et donc il est amené à poser quelques questions. Alors, que s'est-il passé, Yves? On est très impatient de le savoir. Bon, alors l'appartement est vide, fermé depuis 2 ans, en raison, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Fred, du décès de son occupante. C'était une jeune femme qui vivait seule, elle est morte malheureusement, on a fermé. Bon, Monsieur Martinet, c'est le nom du représentant, expliquez-vous devant le représentant, non pas de commerce, mais de l'ordre. Et voilà un Martinet qui se met à raconter, hier après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone me disant « Monsieur Martinet, êtes-vous libre ce soir ?» Je vous appelle, c'était une voix de femme, une voix élégante, posée, distinguée. Je vous appelle parce que j'ai connu votre nom par relation professionnelle. Vous êtes bien représentant de commerce, vous vendez de la mercerie, oui, c'est cela. Je vous appelle pour vous inviter à un concert privé chez moi, 12 rue du Montparnasse, 2e étage. Je suis moi-même pianiste, je donne un concert privé pour quelques amis et je serai heureux de vous compter parmi eux. Voilà ce que Monsieur Martinet, représentant en boutons, fil et aiguille, entend au téléphone. Et comme il le raconte au commissaire de police, il dit « J'ai cru à une bonne fortune. » J'avais quelques visites de clients en fin d'après-midi à faire. Je vais y aller, et puis je me passerai de repas ou je prendrai un souper tardif. Mais avoir le ton de la voix au téléphone, il y a des invitations. Qui ne se refusent pas. Quand on est célibataire, ça ne porte mal, qui ne se refuse pas. Viens donc chez moi, je vais te montrer mon piano. Je vais te jouer du Schubert. Ouais. Et effectivement, à l'heure dite, Martinet frappe. Avec sa sacoche à la main, il vient de voir son dernier client. Lui ouvre une jeune femme blonde, extrêmement élégante, un physique qui correspond à la voix du téléphone, et qui lui dit « Cher monsieur Martinet, je suis mademoiselle Vignal, je vous attendais, entrez. » Voilà notre Martinet qui rentre, et évidemment, geste tout à fait naturel, geste tout à fait banal, il pose la sacoche sur le premier meuble qu'il trouve. On l'accompagne, mademoiselle Vignal l'accompagne dans un salon et lui dit, non pas Martinet, aimes-tu Brahms, mais Monsieur Martinet, aimez-vous Schubert?
Moi, personnellement, je serais reparti si on m'avait dit Schubert, franchement. Oui, bon, vous préférez George Michael je vous en prie, Frédéric. Destiné le slow. Non, en plus, je ne suis pas célibataire, donc je serais reparti. Mais Martinet, qui pense toujours que Schubert, Brahms, Chopin et les autres, ça va bien. Ce qui est important, c'est la suite. Dit, bien sûr, j'aime Schubert. Eh bien, venez dans ce salon, je vais pouvoir interpréter pour vous, Monsieur Martinet, quelques pièces de Schubert. Et la jeune femme l'accompagne jusqu'à un piano. Prenez place là. Elle soulève le couvercle du piano et elle attaque sans doute quelques impromptus. Là, dans le récit du commissaire, on n'a pas les morceaux qui ont été joués. Mais moi, je dis les impromptus de Schubert parce que c'est ce que je déteste le moins de lui. Bon, donc, elle attaque quelques morceaux. Ou la symphonie inachevée, d'ailleurs. Oui, mais au piano... bon. Et il faut un orchestre. Oui, voilà. Donc, elle joue quelques morceaux. Et puis, alors que Martinet s'attend à la suite, quand même, il se trouve seul avec une jeune femme qui est élégante, qui est belle, qui a certes l'air d'être un peu compassée, un peu prof de piano. Mais enfin, il est seul. Donc le piano, ça va finir. Et quand ce sera fini, qu'est-ce qu'on fait ? On passera peut-être à la véritable raison de sa venue. Et donc effectivement, au bout d'un moment, mademoiselle Vignal se lève et lui dit, cher monsieur Martinet, il se fait tard, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas vous retenir davantage. Vous avez sans doute une journée de travail demain. Oh bah non. Et donc... Elle n'a même pas dénoué ses cheveux. Rien. Voilà, rien. Et donc, Martinet, un peu surpris, et c'est pour ça qu'il oublie la sacoche. N'oubliez pas, Frédéric, que nous sommes dans une histoire de sacoche perdue, s'en va en disant, de toute façon, j'aurai largement le dernier métro. Mais le lendemain, il s'aperçoit qu'il a oublié sa sacoche, qui est un outil de travail indispensable. Et donc, il revient, et voilà comment il a raconté cette histoire au commissaire. Et forcément, le commissaire va procéder peut-être à une intrusion dans l'appartement pour vérifier ses dires. On va voir ce qu'il en est. On marque une pause sur Sud Radio et on continuera le récit de cette histoire. Yves, à tout de suite. Sur Sud Radio, aujourd'hui, nous sommes en pleine histoire mystérieuse. Nous voyageons un petit peu partout en France. Nous sommes à Paris depuis quelques minutes pour le récit de cette histoire où nous avons un pauvre représentant de commerce qui un jour reçoit un coup de fil d'une jeune femme très charmante qui l'invite chez lui à un petit concert privé au piano. Et effectivement, ce qui devait se passer ne se passe pas. C'est-à-dire qu'on s'en tient au concert de piano signé Schubert et le pauvre représentant de commerce repart non pas avec sa sacoche que malencontreusement il oublie. En tout cas, c'est le récit que fait Martinet, ce représentant de commerce, à la police qui l'interroge puisqu'il aimerait bien récupérer sa sacoche qui se trouve dans l'appartement. Mais on lui dit que c'est impossible que la sacoche y figure, c'est impossible qu'il soit venu quelques heures plus tôt dans cet appartement puisque l'appartement est fermé depuis 2 ans. Alors, que va faire le commissaire, finalement, Yves ? Elle va faire, en plus, comme Martinet termine son récit, la concierge éclate, parce que le récit, elle l'a déjà entendu 10 fois avant qu'elle demande du renfort à la police. Hein. Et elle éclate, la concierge, dit, mais ça n'est pas possible, vous n'avez pas pu venir. Cette mademoiselle Vignal est morte depuis 2 ans, et depuis 2 ans, l'appartement n'a jamais été ouvert. Bon, le commissaire... Au nom de la loi, Madame la concierge, les clés, on monte. Et on ouvre l'appartement. Les volets sont fermés. La pénombre. Mais vous savez, ce sont ces persiennes, Frédéric, comme il y en a beaucoup à Paris. Donc la lumière du jour passe et on voit effectivement des meubles, des fauteuils, quelque chose qui de toute évidence a bien la forme d'un piano. Tout cela, c'est recouvert de housses, et les housses elles-mêmes sont couvertes de poussière. Depuis 2 ans, c'est évident, personne n'a passé la porte de l'appartement. Et, dans l'entrée, une commode,
elle aussi couverte de poussière, mais sur la commode, on ne voit que ça. Non. Elle est là, Non. la sacoche de Martinet. C'est incroyable ça. Bon, c'est une histoire racontée par un commissaire de police dans ses mémoires. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui est Non, prédisposé c'est l'équivalent d'un procès verbal. Et c'est un rapport. Ce commissaire, je vous le disais tout à l'heure, il a voulu, plutôt que de raconter des histoires de gangsters, de gendarmes et de voleurs, quelque chose un peu pittoresque, des histoires d'escroquerie, et il a raconté celle-là. Ils sont ressortis de l'appartement en emportant la sacoche. qui n'avait pas de poussière. Hein, Non, qui était, bien sûr, elle avait été poussée. D'ailleurs, en la soulevant, on a vu sur la commode l'emplacement, quoi. Elle avait écarté, en la posant, Martinet avait écarté la poussière. Mais enfin, quand Martinet est venu la veille, si ça n'était pas une histoire vraie, Frédéric, on dirait que c'est une histoire incroyable. Quand Martinet est venu la veille, c'était un appartement en état de marche, avec une jeune femme accueillante. Il n'y avait pas de housse, il y avait encore moins de poussière. C'était un appartement vivant. Et là, on a retrouvé la sacoche, même pas 24 heures plus tard, puisque de la veille au soir à l'après-midi, 12 heures, il y a 12 heures, on a retrouvé la sacoche intacte, avec tout le matériel, mais dans la poussière. Et la jeune femme que Martinet avait rencontrée la veille au soir n'avait pas l'air spécialement morte. Elle était plutôt bien vivante. Mais elle était morte depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a une explication scientifique, j'allais dire? Est-ce qu'à la suite de ça, on a essayé de savoir pourquoi, comment? Non, il n'y a pas d'explication scientifique. On ne peut que constater le fait. On ne peut pas discuter. Enfin, sinon, ça revient à mettre en cause la parole, les compétences professionnelles d'un commissaire de police, la bonne foi de Martinet. Puis de toute façon, la sacoche, on l'a bien retrouvée. Martinet, il ne faut pas oublier le point de départ. Martinet débarque chez la concierge en disant « ma sacoche est là-haut ». On lui répond « impossible ». Le commissaire dit « on va aller voir et monsieur Martinet, sachez que je n'aime pas les plaisanteries ». On ouvre la porte, on trouve la sacoche. C'est aussi simple, elle est aussi simple que ça, cette histoire. De quoi inspirer quelques romanciers. Je me demande d'ailleurs si certains romanciers ne s'en sont pas inspirés très récemment. Oui, on peut penser ça, la rencontre d'un fantôme avec une trace matérielle, parce que c'est ça la thématique. Mais dans les romans, Frédéric, il n'y a pas le détail supplémentaire. Bien sûr. Je crois que c'est le roman La fille du 5e, je ne sais plus qui l'a écrit, je crois que c'est Douglas Kennedy, où il y a une histoire comme ça de visite chez une femme qui finalement est décédée depuis quelques années. Je me demande s'il ne s'en est pas inspiré d'une manière ou d'une autre. Oui, on associe aussi ce type d'événement à des apparitions de la Dame Blanche, c'est un autre dossier. Mais là, encore une fois, nous sommes dans un dossier de police. Et la preuve que nous sommes dans un dossier de police, c'est qu'il a fallu que Martinet passe au commissariat pour signer sa déposition. Et quand il est allé signer sa déposition, il a dit au commissaire Arnal, écoutez, il y a un détail, c'est sans importance, ça m'est parvenu sur le moment, mais il faut que je vous le dise. Quand j'étais enfant, j'ai vécu très peu de temps, 12 rue du Montparnasse. Mes parents ont logé là, mais de manière très temporaire. J'étais très très jeune, ça m'est revenu après. Et quand je logeais rue du Montparnasse, eh bien, ça me revient, habitait bien là, au-dessus, une mademoiselle Vignal, professeure de piano. Donc, quel rôle a joué ce souvenir d'enfance qui n'est sorti qu'après. Martinet a bien dit au commissaire, quand j'ai reçu l'appel téléphonique 12 rue du Montparnasse, ça ne m'a rien évoqué. Mais c'est après. C'est étonnant d'ailleurs que ça ne lui ait rien évoqué. Oui, ça lui a évoqué parce que ça avait été un bref moment dans la vie d'un enfant très jeune. Oui, je comprends. Donc, ce moment, il n'y a pas pensé. Puis c'est après, il faut que j'aille au commissariat signer ce procès verbal. Ah oui, mais rue du Montparnasse, bon Dieu, c'est là qu'avec papa et maman, on a passé 3 semaines.
C'est ça. Ça lui est revenu après. Donc c'est une histoire très mystérieuse, c'est une histoire vraie, et on peut la trouver avec beaucoup d'autres dans le livre de Claude Hars, comme on peut trouver dans ce livre l'histoire de la tombe de la fille. Que vous allez, Yves Lignon, nous raconter dans un instant sur Sud Radio. Frédéric Jarreau, Yves Lignon pour les clés du mystère. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission. Nous faisons un tour de France, le tour de France du mystère en quelque sorte, grâce à Claude Hars et à son ouvrage qui recense quelques histoires qu'il tenait vraiment à nous raconter. Et nous sommes maintenant au début de cette histoire qui s'appelle l'histoire de la tombe de la fille. Elle se trouve, cette tombe, au cœur d'une forêt bretonne. Elle est complètement isolée. Et on l'appelle la tombe de la fille. Et sur cette tombe de la fille, on vient prier une sainte qui porte le joli nom de Sainte Pataude. Et Claude Hars a découvert l'existence de cette sépulture au cours de ses enquêtes. Claude Hars, il parcourt toute la France. Il va, dès qu'il entend raconter une légende, il se précipite. Et là, il était en Bretagne, dans sa région natale, et un soir à l'auberge, quelqu'un lui a dit, écoutez, demain matin, vous allez dans la forêt, vous prenez un petit chemin, et vous verrez une tombe, comme cela, dans une clairière. Essayez de vous dissimuler et attendez. Claude se lève peut-être un peu plus tôt que d'habitude, l'occasion fait le larron, et va dans la clairière. Il voit arriver une jeune femme. C'est juste le moment du lever du soleil. Elle arrive par un autre petit chemin. Elle a de longs cheveux noirs. Elle se dirige tout droit vers la fameuse tombe. Et donc, Claude s'avance un peu, il ne veut pas être indiscret, mais évidemment, c'est un enquêteur de l'étrange, Claude Hars, mais c'est avant tout un enquêteur. Donc, il va poser ses questions. Et la jeune femme a l'air tout à fait normale. Effectivement, tout à l'heure, elle lui dira qu'elle travaille dans une grande surface, qu'elle est comptable. Donc, cette jeune femme n'a rien de mystérieux. Mais en s'approchant, Claude s'aperçoit que la tombe est couverte de fleurs, ce qui est un peu normal pour une tombe. Et surtout, il y a des lettres, il y a des espèces de chiffons, de mouchoirs. Et donc, à ce moment, Claude Hars aborde la dame et se présente et lui dit « Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites là alors que le soleil se lève à peine sur cette tombe qui est très bizarre, non seulement parce qu'elle est complètement isolée, mais en plus, elle est fleurie en permanence. Une tombe au milieu d'une forêt, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit abandonnée. Et surtout, qu'est-ce que c'est ces papiers, ces mouchoirs? Qu'est-ce que c'est que ça? Et la jeune femme lui dit, écoutez, monsieur, je vais vous répondre avec plaisir, mais auparavant, laissez-moi quelques instants. La jeune femme prend un foulard rouge, l'accroche à une branche juste au-dessus de la tombe et se retourne vers Claude pour lui dire « Maintenant, je suis à votre disposition. Je viens d'ailleurs tous les jours ici depuis quelque temps parce que sur cette tombe, qu'on appelle la tombe de la fille, je demande à Sainte Pataude de guérir ma mère qui est hospitalisée. » Et dans un instant, on saura davantage de choses sur cette tombe. Ce cher Claude va mener l'enquête, bien sûr, et vous allez nous en rapporter les conclusions, Yves, sur Sud Radio. À tout de suite. Nous sommes en plein cœur sur Sud Radio de l'histoire de cette tombe un peu particulière. Nous sommes en Bretagne. Ce cher Claude constate une tombe fleurie en pleine forêt. Alors, évidemment, il va chercher à savoir ce qu'est cette tombe. Et Yves Lignon, vous êtes là pour nous en dire plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, Claude et cette jeune femme se quittent en très bons termes. C'est quelqu'un, cette jeune femme, je le répète, qui n'a rien de fantomatique. Elle est agent comptable dans une grande surface. Donc, elle lui dit, écoutez, cher monsieur, je viens au lever du soleil parce que j'ai mon travail ensuite. Permettez-moi d'y aller, je reviendrai demain. Mais je demande sur cette tombe, dite tombe de la fille, que Sainte Pataude guérisse ma mère qui est atteinte d'une paralysie faciale. Et elle ajoute, vous savez, je viens de mettre un foulard rouge, mais tous ces espèces de mouchoirs, de bouts de tissu, énormément de monde
fait comme moi. Alors Claude mène son enquête et il apprend qu'effectivement, dans cette tombe se trouve la dépouille d'une certaine Marie Martin, une jeune fille de 18 ans. Et c'est une jeune fille de 18 ans qui est morte elle est morte, on l'a pendue, et elle avait été torturée. Et elle avait été torturée par les Chouans, vous savez, pendant les guerres de la Révolution. Ouais. Pendant la révolte contre le pouvoir républicain. Or, il faut bien avouer qu'une jeune fille bretonne, à l'époque, qui prenait le parti des républicains, c'était plus que l'exception, c'était la super exception. Les jeunes filles en Bretagne avaient plutôt tendance à jouer les Amazones à cheval et à courir après les soldats bleus, comme on les appelait. Mais elle, peut-être était-elle amoureuse, elle avait caché des soldats républicains. Et donc, les Chouans l'avaient attrapée, l'avaient torturée, l'avaient pendue. Elle est enterrée là. Et on dit qu'en venant prier Sainte Pathode sur cette tombe, eh bien, on obtient des guérisons. Alors, Claude a fait sa petite enquête et il a remarqué qu'effectivement, le lieu était connu. C'est pour ça qu'il y a tant de mouchoirs, qu'il y a tant de morceaux de tissu, qu'il y a tant de prières sur des bouts de papier. Sainte Pathode, guérissez mon enfant. Sainte Pathode, guérissez ma vieille mère. Bon, c'est pour ça. Mais personne ne veut le dire. Il y a beaucoup de monde qui vient, hein, mais les gens viennent en cachette un peu. La jeune femme qu'il a rencontrée en premier lui a dit « je viens avant mon travail ». Peut-être que c'était un bon prétexte pour dire « je viens au petit matin quand je risque de ne croiser personne ». Mais enfin, moi, ce que je constate, c'est que ce serait assez quand même facile, ça ne coûterait pas extrêmement cher, en tout cas, ça coûterait moins cher que certaines dépenses de prestige, de faire une étude. Bah oui, puisqu'il y a beaucoup de monde qui vient, d'avoir des sociologues, des médecins, qui feraient passer des questionnaires. Je suis persuadé que les gens parleraient très tranquillement, puisque, encore une fois, quand Claude a mené son enquête, il n'a eu aucun mal à trouver des témoins. Mais tous lui ont parlé en lui disant « on ne veut pas que ça se sache ». C'est pour ça que dans son livre, il ne nomme personne. D'autant plus que, et oui, mon cher Frédéric, des tombes comme celle de la fille, il y en a d'autres. J'en connais au moins 3 autres. Ah oui? Eh oui. Où ça? 3 autres, rien que dans ma chère vieille Occitanie. Ah, d'accord. Il y en a une qui est à Béziers, au cimetière Vieux. Donc, on peut se renseigner au cimetière Vieux, et sur cette tombe, on peut prier pour obtenir que des vœux soient exaucés. Il y a beaucoup de Biterrois qui vont sur cette tombe, qui s'appelle Notre-Dame des Moukadous, parce que aussi, comme en Bretagne, on accroche des mouchoirs pour concrétiser le vœu, qui vont sur cette tombe pour demander la réussite aux examens de leurs enfants. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est dû à oui, parce qu'il y a une histoire. Il y a une statue de Vierge, là, sur cet homme, qui un jour aurait pleuré. Et une mère aurait essuyé les larmes de la statue avec son mouchoir. La Vierge, pour la remercier, aurait exaucé un vœu. Et donc, depuis, on vient accrocher des mouchoirs. Ouais. Bon, voilà, une idée pour tous ceux qui nous écoutent et qui habitent la région de Béziers. Il y en a une autre à Toulouse. C'est la tombe de Héléna au cimetière de Terre-Cabade. Et, tenez-vous bien, Frédéric, il y en a une 3e à Lourdes. Ah. Donc, c'est quelque chose, c'est un phénomène un peu parallèle, connexe à Lourdes. C'est la tombe d'un prêtre italien, le père Giacomo, qui est mort pendant un pèlerinage, il y a une 50aine d'années. Et il est enterré, puisqu'il est mort alors qu'il venait à la grotte, on l'a enterré à Lourdes au cimetière de l'Angèle. Et sur sa tombe se produiraient aussi des choses comme ils sont produits à la grotte, mais indépendamment. Donc, vous voyez, c'est assez connexe, finalement, de ces miracles-là. Ce sont des tombes miraculeuses. Oui, ce sont des tombes miraculeuses, mais encore une fois, ce serait facile de faire des enquêtes, de chercher à savoir s'il s'agit d'une pure croyance ou s'il y a véritablement un phénomène. Comme à Béziers, un questionnaire qu'on donne aux gens, pourquoi venez-vous ?
Vous demandez la réussite au bac, puisqu'à Béziers, c'est semble-t-il pour les enfants qu'on vient. Vous demandez la réussite au bac, vous demandez un contrat d'apprentissage, etc. Et puis, 1 an après, on recontacte les gens en leur demandant est-ce que ça a marché ? Oui, bien sûr, on vérifie. Et on fait un calcul statistique, c'est très simple. Et puis après quoi, on dit ou bien il s'agit d'une simple croyance tout à fait respectable, mais il n'y a rien de mystérieux, ou bien on dit on est obligé de constater que quand des gens viennent sincèrement demander quelque chose sur cette tombe, statistiquement, ils sont exaucés. On sent à votre réflexion le mathématicien qui pointe le bout de son nez. Et oui, mais pour le moment, nous n'avons que de belles histoires. Et je le répète, c'est un peu triste puisqu'il serait facile de savoir à quoi s'en tenir. Alors, ces belles histoires, avec beaucoup d'autres, Frédéric, n'est-ce pas ? Ouais. Dans le livre de Claude Ars, Voyage dans la France mystérieuse, édition Le Pré au Clair. Merci Yves pour ce joli voyage aujourd'hui à travers ces différentes histoires. Si vous venez d'arriver, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à aller sur sudradio.fr pour réécouter l'ensemble de l'émission, comme vous pouvez régulièrement profiter de tous nos enregistrements, les émissions que vous retrouvez donc sur sudradio.fr. Merci beaucoup Yves, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous.